Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement heureuse de partager ce webinaire ce matin avec Carole Filler-Davis du groupe Archerie dans le cadre d'un réseau auquel nous appartenons toutes les deux, qui est le réseau TRIS, qui est un réseau d'experts qui relie des compétences extrêmement différentes, mais qui toutes ont un rapport avec la grande transformation dans laquelle nous sommes entrés. Avec Carole, nous avons des activités très complémentaires. Carole peut-être expliquera, peut-être que vous voulez dire un mot de ce que vous faites avant que j'aille plus loin. Vous l'expliquerez beaucoup mieux que moi. Merci Corinne et je suis également ravie d'être avec vous. Moi, mon métier, c'est la transformation des entreprises. Je suis consultante en transformation et depuis 6 ans, je m'oriente uniquement sur la transformation durable des entreprises. Et donc, effectivement, Corinne, je suis d'accord, nos pratiques sont complémentaires. D'une part, la transformation stratégique et opérationnelle pour ma part, et puis vous, votre beau métier d'avocat. Voilà. Donc, moi, c'est plus le juridique, la sécurité juridique, mais aussi la stratégie au sens général du terme, tandis que Carole est plus concrète, si je puis dire. Voilà. Donc, ce matin, on a eu envie de de parler de la CSRD et de la CS3D. Alors, ce sont des sujets qui sont très dans l'actualité. Il y a beaucoup de débats sur le sujet pousse ou encore, stock ou encore. Mais il ne faut pas être grand clair pour savoir que de toute façon, ce sera encore. La question, c'est de savoir si ce sera dans le même périmètre ou un périmètre un petit peu différent. Donc, on va essayer de vous expliquer ce matin pourquoi, au-delà de toutes ces péripéties de mise en œuvre, c'est très important cette réglementation, y compris et peut-être surtout dans le cadre de la recherche de recompétitivité et de réindustrialisation qui est précisément la volonté européenne et on ne peut que la partager. Notre point de vue, à Carole et à moi, et je dirais plus largement au sein du réseau TRIS, c'est qu'on peut parfaitement utiliser cette grande transformation dans laquelle nous sommes entrés pour à la fois répondre à nos objectifs de limite planétaire et de faire du développement économique, c'est-à-dire de l'emploi et du mieux-être pour tout le monde. Alors, ce CSRD, CS3D, vigilance versus comptabilité extra-financière, pourquoi est-ce que ça marche ensemble? Parce que en réalité, je dirais que c'est la pensée et l'action, c'est le reporting, mais surtout une forme de stratégie et la traduction juridique qui en découle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous paraît très important de lier l'un à l'autre. Alors, c'est pas totalement nouveau. Pourquoi c'est pas totalement nouveau? Parce que nous avons déjà au niveau européen la DPEF depuis un certain nombre d'années, qui donc contraint les entreprises à avoir une comptabilité extra-financière qui intègre effectivement les questions climatiques, mais aussi les questions de biodiversité et plus largement ce qu'on appelle la RSE. Et puis, en France, nous avons le devoir de vigilance, certes, qui ne concerne que les très grandes entreprises, mais en réalité, la configuration du devoir de vigilance ne repose pas uniquement sur le périmètre des grandes entreprises qui vont être concernées, que ce soit 5000 salariés, 1000 salariés ou même 800 salariés. En réalité, la philosophie même du devoir de vigilance, c'est d'appeler les entreprises à être cohérentes dans toute leur chaîne de valeur. Être cohérente dans sa chaîne de valeur, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire d'aller voir comment les entreprises en amont, alors, différence entre devoir de vigilance français qui est que l'amont et devoir de vigilance européen qui intègre un peu l'aval, comment la chaîne de valeur travaille. Parce que, évidemment, si un des fournisseurs de la grande entreprise a des problèmes, soit d'ordre climatique, soit d'ordre de biodiversité, soit d'ordre de violation des droits humains d'ailleurs, eh bien, évidemment, cela va impacter le donneur d'ordre. Donc, en réalité, avec ce système, c'est par cercle concentrique toute l'activité économique qui va être concernée. Donc, ce à quoi nous assistons, CSRD et de CS3D, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est une forte transformation qu'on va essayer de vous décrire. Alors, beaucoup a été dit sur
le fait que c'était lourd, que c'était du reporting, etc. C'est vrai, mais c'est pas que ça. Nous sommes parfaitement l'une et l'autre conscientes de la charge administrative que cela peut représenter. C'est une réalité. Mais si vous acceptez de sortir d'une conception reporting pour aller vers une conception stratégique, là, vous verrez que tout change. Pourquoi est-ce que tout change? Parce que la CSRD va vous conduire à rechercher les risques, mais aussi les opportunités. Et quand vous allez faire votre rapport de durabilité, qui va vous être demandé, eh bien c'est la même chose, c'est l'outil stratégique de développement de l'entreprise. C'est-à-dire la manière dont elle va concevoir dans la durée son marché, son développement, mais aussi son approvisionnement, parce qu'il va de soi que si un grand fournisseur manque à l'appel, tout s'arrête. Voilà. Donc, c'est vraiment l'occasion au plus haut niveau de l'entreprise, c'est-à-dire au niveau du COMEX, au niveau du CIO, pas au niveau de la direction de la communication, comme ça a été le cas pendant très longtemps, de se poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions, elles vont conduire à éviter les risques. Alors, le risque réputationnel, évidemment, mais aussi le risque juridique, parce que le manquement au devoir de vigilance, qui est donc la traduction en acte, si je puis dire, en décision prise de la CSRD, eh bien ce manquement est un risque juridique considérable, un risque financier, mais aussi un risque de contentieux de la part de très nombreux acteurs, puisque la spécificité de la CS3D, c'est précisément d'ouvrir le champ du débat à quasiment tous les acteurs sociaux, bien sûr, mais les défenseurs de l'environnement, les défenseurs des droits humains, les collectivités territoriales, et il y a tout un système qui se met en place d'accès aux informations, donc de transparence et d'utilisation de ces informations, si d'aventure, effectivement, le sujet est maltraité. Et on voit en France, sur l'aspect uniquement français aujourd'hui, un nombre de contentieux qui n'a pas donné jusqu'à présent lieu à beaucoup de décisions. En fait, il y a eu une vraie décision de fond que tout le monde cite, c'est la décision de la Poste qui est frappée d'appel. Mais on voit qu'il y a de plus en plus d'actions qui sont engagées avec des secteurs économiques de plus en plus considérables qui sont concernés. Par conséquent, cet exercice CSRD, CS3D, c'est à la fois un exercice comptable, un exercice de sécurité juridique et surtout un exercice stratégique particulièrement important. Pour cet exercice stratégique, ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre quelques exemples concrets d'entreprises. Effectivement, la CSRD et la CS3D vont venir dans les années à venir, très vite pour les grands groupes avec la CSRD qui arrive avec le premier reporting début 2025 sur les données 2024, et puis avec la CS3D qui arrive progressivement à partir de 2027. Mais d'ores et déjà, comme vous le disiez Corinne, il y a la DPEF, il y a le devoir de vigilance en France, et donc on peut regarder des exemples concrets d'entreprises qui ont effectivement pris cet angle stratégique que vous mentionnez à juste titre. Je partage mon écran avec quelques exemples. Il me semble intéressant de se pencher sur 5 axes. C'est la façon dont les entreprises, avec déjà la DPEF, les devoirs de vigilance, ont revisité leur stratégie générale pour y intégrer les axes sociaux et environnementaux en plus d'objectifs économiques, comment elles ont revisité la gouvernance. Et ça, un exemple, c'est Schneider Electric qui a vraiment mis au cœur de sa raison d'être le fait de tirer le meilleur parti de l'énergie et de ses ressources pour concilier progrès et développement durable, et qui a, vous disiez, les Chief Sustainability Officers sont parfois à la communication, là, c'est pas du tout le cas. Le Chief Sustainability Officer de Schneider Electric, il est en charge des clients
et de la qualité. Voilà, donc il est vraiment au cœur, la sustainability est vraiment au cœur de la stratégie générale de l'entreprise et de la gouvernance. Ça, c'est un exemple qui existe déjà et qui va dans le sens de progressivement se poser la question de, avec ces risques et ces opportunités, comment est-ce qu'on peut faire évoluer la stratégie générale et la gouvernance. Deuxième pilier, c'est le pilotage et la conformité. Alors Corinne, vous disiez gros travail administratif pour aller rassembler toutes les données, tous les data points, tous les indicateurs, mais finalement, on peut y aller d'une part progressivement et avec la DPEF, certaines entreprises se sont déjà mises en mouvement. L'Oréal, par exemple, a vraiment progressivement non seulement mis sous contrôle ces données de pilotage carbone, mais aussi a mis à plat tous ces indicateurs pour servir ça, pour réellement piloter les objectifs de L'Oréal for the Future et servir autant l'externe que l'interne et se poser les bonnes questions de dire, OK, mais quels sont les indicateurs qui me permettent vraiment d'atteindre, de piloter l'atteinte des objectifs, que ce soit environnementaux ou sociaux, puisque L'Oréal for the Future implique ces différentes dimensions. Troisième dimension, la transformation opérationnelle. Tant la DPEF que le devoir de vigilance incite à mobiliser les acteurs internes, externes, les achats d'un côté en interne, les fournisseurs de l'autre, pour aller se donner des objectifs communs, voire travailler ensemble, des investissements parfois en commun, pour intégrer la lutte contre le changement climatique ou dans le cas de Saint-Gobain, en particulier le travail autour de l'économie circulaire, faire en sorte de dire comment est-ce qu'on peut faire de l'éco-conception, comment est-ce qu'on peut gérer ces déchets différemment, travailler sur des matières recyclées, etc. Donc, autre exemple, troisième exemple d'entreprise qui d'ores et déjà, sans attendre la CSRD et la CS3D, ont commencé à se poser les bonnes questions et à saisir les opportunités pour ce triptyque économique, environnemental et social. Quatrième axe, la conduite du changement, le lien avec l'écosystème, avec ce qui est appelé, vraiment ce qui est marqué stricto sensu dans la CS3D, la notion d'engagement des parties prenantes internes et externes. Là aussi, certaines entreprises comme AXA, comme le Crédit Agricole, ont fait tout un travail pour repenser la façon dont elles interagissent avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires commerciaux, leurs investisseurs et aussi en interne pour sonder et pour mobiliser les forces vives de l'entreprise au service de la transformation durable. Et puis le dernier pilier, on l'oublie parfois, mais je pense qu'il est capital. On a besoin de se nourrir en tant que consommateur de narratifs, d'histoires qu'on nous raconte, d'envie qu'on nous donne plus ou moins séduisante en consommant tel et tel produit. C'est le cas aussi des entreprises qui ont besoin d'informations sur les entreprises auprès desquelles elles achètent leurs produits et services. Tout ça, ça passe par la communication et des marketing. Et là, l'idée, c'est de faire évoluer avec la DPEF, avec le devoir de vigilance et maintenant en CSRD et CS3D, ces notions de présentation de façon fiable, sans greenwashing, mais sans non plus greenhashing, de la valeur environnementale, sociale et de gouvernance des produits et services. C'est l'exemple de Bell, qui a même changé son logo, vous voyez, Bell for All for Good, et qui essaie d'être très précis sur l'impact de ces nouveaux produits à base plus de végétal, par exemple. Voilà quelques exemples concrets. Et maintenant, ce que je vous propose, Corinne, c'est que ça, là, on l'a regardé un peu dans le rétroviseur, de voir les ancêtres de la CSRD, la CS3D, qui en France sont DPF et le devoir de vigilance, et que maintenant on s'interroge un peu plus sur qu'est-ce qui change réellement avec la CSRD et la CS3D, que ça soit pour les grands groupes, mais aussi pour les ETI et les PME. Donc peut-être je vous repasse la parole pour se pencher sur les petites entreprises, ETI et PME. Corinne? Alors, moi, je veux bien commencer. On peut commencer par les PME, puis vous terminerez par les grands groupes. Alors, on a vu que les PME, c'était, je dirais, là où le bas blessait le plus. Il y a eu, de la part notamment de la France et de l'Allemagne, des demandes faites à la Commission européenne de revoir les obligations des PME
et en commençant par les PME cotées. Pourquoi? Parce que les obligations qui vont être celles des PME cotées vont être les obligations des PME, puisqu'on ne pourra pas demander aux PME plus que ce qu'on demande aux PME cotées. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une commande qui a été passée à l'EFRAG. Vous savez que l'EFRAG, c'est l'organisme qui fixe les normes au niveau communautaire. Et l'EFRAG a sorti il y a une semaine maintenant des règles, des propositions de règles très allégées pour les PME, puisqu'il n'y a pas de double matérialité, mais une simple matérialité financière. Je rappelle peut-être brièvement, mais je pense que tous nos auditeurs et auditrices le connaissent, le principe de la double matérialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez à la fois vous préoccuper de l'impact que l'entreprise a sur l'environnement et l'impact et le social, et l'impact que l'environnement et le social ont sur l'entreprise. Donc, dans la proposition qui est faite, on dit aux PME, écoutez, ne vous occupez que de l'impact de l'extérieur sur vous. Et donc, il y a une proposition qui est faite en ce sens. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée parce que, en fait, ça ne résout rien du tout. Ce qui est intéressant dans l'exercice CSRD, CS3D, c'est précisément de s'interroger sur la pérennité de son marché. Parce que quand on parle de durabilité, on parle de durabilité des produits, de la durabilité de l'activité, mais ce qui est essentiel pour l'entreprise, c'est sa propre durabilité à elle. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle va se promouvoir dans le futur. Futur très proche et un peu plus lointain. Et donc, se dire qu'on ne s'intéresse pas à la double matérialité, c'est se priver de cet aspect qui est probablement le plus stratégique. Et par conséquent, je pense que c'est une fausse bonne idée et que de toute façon, l'entreprise devra le faire. Alors, qu'elle le fasse dans le cadre d'une double matérialité obligatoire ou pas, c'est une autre affaire, mais il faudra qu'elle le fasse. Et simplement, l'obligation pour la PME, bien, ça va être de voir quelles sont les données qu'elle va devoir fournir au grand groupe ou à l'ETI qui va être le donneur d'ordre. Donc, à minima, effectivement, des données sur le climat, à minima, quelques données sur la biodiversité, de manière à ce que les risques existants ou potentiels, parce qu'il y a les deux volets, et c'est ça finalement qui est très intéressant, c'est qu'il y a toute une interrogation sur les risques potentiels que l'entreprise peut générer, et bien qu'elle puisse rassurer son donneur d'ordre sur le fait que ne vous inquiétez pas, avec moi, vous n'aurez pas de problème. Ce qui pérennise ces marchés et ce qui lui ouvre la possibilité d'en conquérir d'autres. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une PME qui se dirait, moi, je vais m'abstraire de tout ça, on verra bien ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que de toute façon, elle va être interrogée. Elle pourra répondre, elle ne pourra pas répondre. Si elle ne peut pas répondre, le risque lié à la CS3D, c'est tout simplement qu'il soit mis fin aux relations commerciales après toute une procédure que je n'ai pas le temps de décrire, mais qui passe par une obligation pour le grand groupe de donner un coup de main à la PME pour qu'elle puisse répondre aux obligations. Mais surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est une remise en cause de la PME à moyen et de l'existence de la PME à moyen et long terme. Parce que ça veut dire qu'elle n'aura plus de marché. Si le grand groupe n'a pas la certitude qu'il va avoir la possibilité, grâce à la PME qui choisit, de répondre convenablement et sans trop d'histoire, même si c'est relativement light, parce qu'évidemment, on ne va pas demander à une PME de répondre à 1100 critères, et d'ailleurs, on ne le demande pas non plus à un grand groupe. Ça, c'est un mythe. C'est vrai qu'il y a 1100 critères, personne n'a jamais dit qu'il fallait tous les remplir, c'est pas vrai. On choisit ceux qui, effectivement, ont un impact. Ceux qui n'en ont pas, on ne s'en occupe pas. Et l'impact, il est d'autant plus. Le périmètre de l'impact est d'autant plus faible qu'il s'agit d'une petite entreprise et qu'elle a donc un périmètre d'action qui est beaucoup plus réduit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut voir les choses de manière beaucoup plus, stratégique pour la PME, de ne pas en faire trop, parce que personne ne demande l'impossible, mais d'avoir un minimum qui lui permette à la fois de sécuriser quelques co-contractants que ce sera, et en même temps d'assurer sa propre pérennité et son développement.
Alors ça, c'est pour la PME. L'ETI, la situation est différente parce que l'ETI, elle risque d'être soumise. Si elle a plus de 1000 salariés, elle va être soumise. Alors, question, est-ce qu'on peut demander à une ETI la même chose qu'à un grand groupe? Les débats portent là-dessus, justement, actuellement, et l'Institut des normes comptables revendique une normalisation différente pour les grands groupes et pour les ETI. Donc, l'ETI, elle va avoir effectivement à répondre aux obligations, mais encore une fois, on ne demande pas, j'insiste sur ce point, de couvrir tout le champ. On ne doit couvrir que le champ de l'essentiel, et c'est à l'ETI d'expliquer quels sont les éléments essentiels qu'elle a pu choisir. Je pense à un devoir de vigilance auquel nous avons contribué, qui était dans le domaine du social. Cette entreprise qui n'avait quasiment aucun impact biodiversité, le sujet n'a à peine été traité, voire quasiment pas, parce que c'était pas le sujet. C'était un sujet d'emploi, c'était pas un sujet de biodiversité. Donc en fait, il faut bien voir qu'on fait le choix, et moins on est gros, plus on peut être léger dans les choix qu'on fait. On fait les choix en fonction des risques réels et potentiels de son secteur d'activité, en se limitant à ce secteur d'activité et pas à autre chose. Voilà, je vous repasse la parole. Et pour illustrer ça, alors j'espère que vous voyez la planche là, je montre pour une ETI quelle est un peu l'approche dans l'exercice de double matérialité, Corinne, que vous avez décrit, qui permet de passer du 1178 nombre d'indicateurs théoriques qu'il y a dans la description des ESRS à réellement quelques centaines d'indicateurs qui correspondent à la réalité de l'entreprise, réalité d'une part en termes de matérialité des risques et des opportunités et matérialité des impacts, mais aussi la réalité des données disponibles progressivement, puisque on peut très bien se dire le seuil de matérialité va être pas très ambitieux l'année 1, mais progressivement, parce qu'on aura travaillé sur la capacité de collecter des données, peut-être qu'on se sera outillé avec autre chose qu'Excel, on va pouvoir au fur et à mesure augmenter l'ambition du seuil de matérialité et choisir à plus d'indicateurs. Donc pour les ETI, je pense que effectivement, il s'agit d'être vraiment tactique dans l'année 1, se dire qu'est-ce qui est le plus important, y compris le plus important pour mes clients et mes investisseurs, et puis se dire progressivement dans l'année 2, dans l'année 3, comment je vais élever un peu la barre pour faire du reporting sur plus d'indicateurs et au-delà du reporting, évidemment, me doter d'objectifs et de capacités d'atteindre ces objectifs avec des actions concrètes. Mais voilà, cette histoire d'entonnoir permet de montrer qu'il y a réellement cette marge de manœuvre qui existe pour les ETI et qui est très précieuse, qui donne un caractère réaliste à la mise en œuvre de la CSRD. Alors, pour revenir aussi sur les grands groupes et sur la façon dont le lien entre les grands groupes et puis les ETI et les PME vont se faire avec la CS3D, justement avec ces liens sur toute la chaîne de valeur, je voulais prendre deux exemples, un sur l'angle social et un sur donc l'angle des droits humains et l'autre sur l'angle environnemental. Donc, projetons-nous l'année prochaine, CSRD, et puis même en 2027, avec l'activation du devoir de vigilance avec la CS3D, devoir de vigilance étendu, puisqu'il va aussi concerner la transition et l'adéquation avec l'accord de Paris, au-delà de ce qu'il peut y avoir dans le devoir de vigilance française. Donc, projetons-nous en 2027. Je suis Barry Caillebotte, je produis du chocolat. Et bien voilà, dans mon programme de travail avec mes fournisseurs, mes fermiers qui me proposent du cacao, je vais
devoir m'assurer que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, cette notion de vigilance raisonnable, pour faire en sorte que tous mes 500 000 fermiers, donc on imaginait 500 000 fermiers qui me fournissent le cacao, n'emploient plus d'enfants. Alors, Barry Caillebotte s'est engagé sur ce programme déjà depuis des années, n'a pas attendu la CS3D, mais ça montre à quel point ça peut, c'est quelque chose qui doit s'anticiper, puisque là, on parle d'actions très concrètes en rapport avec le SRS S2, donc qui concerne la chaîne de valeur et plus particulièrement les droits humains et les conditions de travail sur cette chaîne de valeur. Barry Caillebotte non seulement fait du reporting, et ça c'est la CRCRD avec sur ce volet-là, avec le nombre d'incidents détectés, de risques détectés parmi ces fournisseurs d'emploi des enfants, avec le nombre d'actions de remédiation qui sont faites pour former les fermiers, pour travailler avec les communautés locales, pour trouver des solutions avec les écoles, avec les municipalités, etc., au Ghana et en Côte d'Ivoire, effectivement s'assurer qu'il y a des solutions qui sont données à ces fermiers pour qu'ils n'emploient plus des enfants. Voilà. Et donc, du coup, ça va se traduire par une mise en conformité par rapport à la CS3D pour Barry Caillebotte, qui sera réelle parce qu'elle elle a anticipé depuis des années ce travail de zéro child labor. Un autre exemple, si on se concentre sur le volet environnemental et de gouvernance, je reviens avec l'exemple de Schneider Electric, qui, si on regarde du côté du ESRS E1, donc l'aspect changement climatique et l'empreinte carbone des produits, a réellement engagé un travail avec un très grand nombre de fournisseurs, parce que là, on parle de 53 000 fournisseurs déjà. On ne parle pas de son top 10, de son top 50, on parle de son top 1000 de fournisseurs pour faire quoi? Pour aller non seulement collecter les données d'impact carbone des produits et services des fournisseurs, mais demander à ce que ça soit fait dans une logique d'analyse de cycle de vie, et puis demander aussi d'avoir des actions, évidemment, pour réduire l'impact carbone de ces produits et services. Donc là, comme le disait Corinne, on voit bien la façon dont l'action d'un grand groupe qui va au-delà du reporting, mais qui va vers cette notion de vigilance et de travail sur toute sa chaîne de valeur, va percoler petit à petit vers les ETI et vers les PME. Et comme disait Corinne, si je suis une PME ou une ETI qui fournit des produits et services à Schneider Electric, au fur et à mesure, Schneider Electric va me demander des données d'impact en mode analyse de cycle de vie. Et le plus je l'ai anticipé, le plus je suis vue par Schneider Electric comme un partenaire de confiance. Côté gouvernance, je voulais signaler que ce travail se fait aussi sur l'aspect éthique des affaires avec Schneider Electric qui a lancé le programme de conformité avec le respect des minéraux qui sont en zone à risque de guerre et de conflit, avec le Conflict Minerals Compliance Programme. Et donc, aussi un autre exemple de lien entre un ESRS, là en l'occurrence c'est le côté G de l'ESG, et puis le devoir de vigilance qui crée un lien entre un grand groupe et sa chaîne de valeur sur des objectifs, somme toute, fort louables, parce que l'idée dans tout ça, c'est effectivement de rendre nos entreprises plus fortes, mais tout simplement notre économie plus forte, puisque plus compatible à la fois avec les limites planétaires et à la fois avec les droits humains. Voilà. Alors, donc, on en est là, on en est à se dire, premièrement, CS3D, CSRD, finalement, c'est une chance pour nos entreprises, quelle que soit leur taille. C'est une chance pour nos entreprises de pouvoir s'atteler à cette
à cette durabilité au sens large, économique, social et de gouvernance. Et c'est une chance aussi, et maintenant je vous repasse la parole, Corinne, par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que finalement, l'Europe nous donne un coup d'avance par rapport à une tendance de fond qui a lieu un peu sur dans toutes les régions du monde. Et Corinne, je vous repasse la parole pour nous faire un petit tour d'horizon côté États-Unis, je pense. Voilà. Oui, parce qu'un des grands arguments qu'on entend contre le Green New Deal et contre notamment la taxonomie, la CSRD, la CS3D, et qui est un peu un sous-jacent du reste du rapport Draghi, c'est tout ça, c'est bien gentil, mais enfin, en attendant, les autres font rien, nous, on fait tout, et résultat des courses, on est en arrière. Ce que je voudrais essayer de vous dire, c'est qu'on n'est pas, d'abord, les autres font pas rien, et deuxièmement, on n'est pas en arrière, on est en avant. Voilà, c'est un peu simpliste ce que je suis en train de dire, mais c'est quand même un peu ça. Alors, les États-Unis, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a, et je pense que l'arrivée de M. Trump au pouvoir ne va pas arranger cette situation, on a un mouvement qui est très puissant contre l'ESG. Et à telle enseigne qu'un certain nombre de fonds ont quitté, de fonds d'investissement, ont quitté l'organisation qui s'était mise en place en faveur de ce qu'on pourrait appeler une finance verte, parce que précisément, ils mettaient en cause l'ESG. Donc ça, c'est une partie du sujet, et c'est vrai, et ça existe, c'est pas la peine de le nier. Mais ce n'est qu'une partie du sujet, parce qu'il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont un pays dans lequel le droit et le procès jouent un rôle extrêmement important. Nous, en Europe, on est plutôt sur de la réglementation et en prévention. Donc, la réparation chez nous existe, mais elle coûte moins cher. Aux États-Unis, vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez en amont, mais si vous vous faites piquer en aval, ça coûte très très cher, voire ça vous tue en réalité. Et donc, ce qu'il faut voir aux États-Unis, c'est qu'il y a un principe de base qui est le principe de due diligence, et ce principe-là, il s'applique, et il s'applique de manière très générale. Et quand on regarde ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire tous les procès qui ont été menés dans le monde au regard des questions climatiques. Je ne suis pas dans le social, là je suis vraiment dans le climatique pur et dur. On voit d'abord que l'essentiel des procès, c'est aux États-Unis. C'est pas vraiment un scoop, mais c'est considérable. C'est plus que la majorité. C'est bien plus de 50% des procès. Et ce qui est très nouveau, c'est qu'aujourd'hui, dans le collimateur des requérants, ce ne sont plus tellement les États, qu'ils soient fédéraux ou fédérés, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises sur le mode éco-blanchiment. C'est-à-dire tout ce qui est vous prétendez agir en faveur du climat, vous prétendez à de la neutralité carbone, vous prétendez à plein de choses, tout ça c'est du pipeau. Et les condamnations, elles sont là, et elles sont là dans de très très nombreux secteurs. Par conséquent, cette, je dirais, prétention à ne pas se préoccuper des critères ESG, ça va le temps où on n'est pas rattrapé par la cavalerie. Et compte tenu de l'impact de ce qu'on appelle les actions de classe, c'est-à-dire la possibilité donnée à une personne qui remplit la même qualité, qui a la même qualité que celle qui a obtenu satisfaction dans un procès, cette deuxième personne plus toute la cohorte peuvent réclamer la même chose sans passer par la procédure, simplement en passant par l'avocat ou les avocats qui ont mis en place le système. Ensuite, il y a un paiement obligatoire. Deuxièmement, il ne faut pas croire que les États-Unis sont en retard sur un plan industriel et technologique, sur tout ce que nous sommes en train de dire. Bien sûr, il y a le forêt qui est dans la bouche de M. Trump à longueur de temps. Enfin, n'oublions pas quand même que même des États comme le Texas sont devenus de très grands États de producteurs d'énergie renouvelable, que les nouvelles technologies que l'on trouve sur les batteries, que l'on trouve, alors la Chine est très bonne aussi là-dessus, hein, mais que l'on trouve dans énormément de domaines, on les a bien entendu aux États-Unis. Et tous ces secteurs économiques-là, ils veulent pouvoir se développer. Par conséquent, il va y avoir évidemment une lutte en interne
sur les réglementations de manière à ce que tout ce qui est l'industrie du verre ne soit pas lésé dans les mesures qui seront prises. Et donc, je pense qu'avant de dire que les États-Unis vont s'asseoir sur tous ces sujets, je pense qu'il faudrait réfléchir un peu. Nous avons, nous, la chance d'avoir un système qui est cohérent. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on ait les moyens financiers qui vont avec pour permettre effectivement l'industrialisation qui va bien pour nous faire franchir un cap qu'on a besoin de franchir en termes d'industrialisation, de réindustrialisation. Mais ces règles-là vont être un outil précieux pour pousser dans la bonne direction, dès lors bien entendu qu'il y a les financements. Et je pense que c'est plutôt sur ce sujet-là qu'il faudrait avancer plutôt que de dire qu'il faut revenir en arrière sur des normes qui sont en réalité dans l'air du temps et qui vont se mettre en place avec quelques soubresauts, mais qui vont se mettre en place. N'oublions pas que nous sommes cette année la première année qui a dépassé les 1,5 degré d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Carole, pour la Chine. Dans l'air du temps, effectivement, aux États-Unis, dans l'air du temps aussi pour la Chine. Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu sur une carte une vue d'ensemble de ce qui se passe à la fois sur l'aspect reporting et sur l'aspect financement, qui est effectivement, comme vous le soulignez, Corinne, aussi le nerf de la guerre. Eh bien, en Chine, que ça soit à Shanghai, à Pékin ou à Shenzhen, il y a désormais des règles et des repères qui sont donnés sur la façon de faire le reporting par rapport à l'atténuation au changement climatique. C'est finalement assez comparable à ce que aux États-Unis le Security Exchange Commission a publié. Et puis surtout, en Chine, il y a l'investissement. Et là, on parle de potentiellement de l'ordre de 4 fois supérieur à ce qui est déjà fait aux États-Unis et qui est supérieur à ce qui a été fait dans le cadre de Next Gen EU avec les investissements verts du Green Deal. Donc, on parle de sommes absolument énormes. Alors, j'ai trouvé le chiffre de, en 2022, 546 milliards de dollars mobilisés par la Chine pour la transition énergétique, effectivement, pour passer aux renouvelables, et puis pour passer pour tous les investissements pour passer aux véhicules électriques, j'en passe et des meilleurs. Et c'est supérieur à ce que l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, a prévu en termes de crédit d'impôt pour l'énergie, le transport et l'industrie, qui est déjà très significatif, et aussi supérieur à ce que nous faisons en Europe. Donc effectivement, en Europe, on a une chance, c'est que nos réglementations nous incitent à ouvrir le capot à la fois de nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, à montrer patte blanche, à être plus transparent et plus comparable, mais aussi à ouvrir le capot de notre chaîne de valeur, là où potentiellement on est un petit peu en recul, c'est sur cette notion d'investissement. Et j'espère que avec la taxonomie verte, il y aura la mobilisation des fonds privés aussi pour aller dans le sens de plus d'investissement et d'être plus comparable par rapport aux ordres de grandeur de la Chine et des États-Unis. Un dernier point sur ce qui se passe dans le monde. Alors, Emmanuel Faber, qui a été à la manœuvre ces dernières années avec l'IFRS, a contribué à publier là, ces derniers mois 2 règles sur l'ISSB. Donc, il a aussi au niveau international montre la tendance de ce reporting extra-financier. Avec l'ISSB S1 qui concerne les informations d'impact financier en lien avec la durabilité, et l'ISSB S2 qui est lié au risque climat. Donc l'ISSB, ça va dans le même sens que que la CSRD. Donc en Europe, on a quelque part un coup d'avance, et surtout on est mieux disant, c'est-à-dire que l'ISSB est plus dans une logique de simple matérialité, de regarder les risques financiers, pas tellement les risques et opportunités
en lien en termes d'impact sur l'environnement, et puis à un axe très très climat, alors que on est plus large en termes de périmètre en ce qui concerne la CSRD. Mais on voit bien avec l'ISSB, on voit bien avec aussi les Climate Investment Funds qui existent aussi au niveau international, qu'on n'est pas du tout sur une tendance uniquement franco-française ou européenne, mais qu'on est sur une tendance de fond mondiale, et c'est heureux, encore une fois, pour lutter contre le changement climatique ou lutter contre les différentes pollutions qui compromettent notre santé autant que la viabilité de nos entreprises et tout simplement le bien-être de nos enfants. Voilà, donc finalement, une chance pour l'Europe. Je pense que la CSRD, la CS3D, finalement, c'est une chance pour l'Europe de nous inciter avec les entreprises à anticiper ce qui est le mouvement de fond international et de rentrer bien armés dans la compétition, de continuer bien armés dans la compétition économique. Voilà, donc loin de se dire encore une réglementation au secours, il y a effectivement un moyen stratégique et pragmatique de s'atteler au reporting CSRD et puis à se préparer à la CS3D. Et je passe la parole à nouveau, Corinne, pour la conclusion et peut-être passer aussi à quelques questions s'il y en a. Absolument, merci Carole. Bon, je ne puis qu'abonder dans votre sens. Je voudrais souligner deux choses. La première, c'est que ne pas se préoccuper de la biodiversité est stupide. Pourquoi est-ce que c'est stupide? Parce qu'il y a à peu près 60% des entreprises qui dépendent de manière critique d'au moins un écosystème naturel. Dépendre de manière critique, ça veut dire que si cet écosystème saute, votre entreprise saute. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'alimentation de votre chaîne de production. Donc, ne pas se préoccuper de ce sujet-là, c'est comme se dire, je ne me préoccupe pas de mon approvisionnement. Peu importe. J'ai besoin de faire, mais ça m'est bien égal de savoir si je vais en avoir dans les 5 ans qui viennent. C'est un peu la même logique. Donc, ne se limiter qu'à la question du climat est absurde. Et le fait est qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que les sujets qui nous occupent sur l'angle E, environnement, c'est climat, biodiversité, santé humaine. Tout ça ne fait qu'un. C'est pour ça qu'on parle de One Health, une seule santé. Parce qu'évidemment, quand vous détruisez le vivant, vous détruisez l'humain en même temps. Et le sujet santé est un sujet qui, évidemment, est croissant dans nos sociétés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel je voulais insister, et Carole vient de le dire, une chance pour l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dont l'Europe n'est pas suffisamment consciente, c'est l'importance du marché qu'elle représente. Nous sommes le premier marché solvable du monde. Plus de 500 millions de personnes. Les Américains, ils sont 300 millions. Nous, on est 500 millions. Ça veut dire que l'enjeu, c'est bien entendu de nous réindustrialiser, mais c'est aussi d'imposer à ceux qui viennent vendre sur notre marché les règles qui sont les nôtres. Et ça, c'est vraiment essentiel de prendre en considération ce point. Donc, le but du jeu, c'est pas de dire ben, les autres font moins bien, on va faire comme eux. Le but du jeu, c'est de dire nous, on veut que ceux qui viennent vendre chez nous fassent aussi bien que nous. Et du reste, dans tous les débats qu'on a, y compris sur le Mercosur aujourd'hui, le sujet, c'est de dire, enfin, de ce que disent les agriculteurs, on ne veut pas du Mercosur parce que ça va introduire en fait des produits de moins grande qualité sur notre marché et donc c'est nuit à la concurrence, ce qui est tout à fait vrai, mais ça nuit aussi de manière générale à la santé et à la durabilité. Donc je crois qu'il faut qu'on soit aussi ferme sur notre volonté de nous réindustrialiser que sur notre volonté d'imposer à ceux qui viennent vendre chez nous les mêmes règles que nous. Et ça, c'est un des intérêts de la CSRD et de la CS3D, c'est de s'imposer aux entreprises qui viennent vendre en Europe. Voilà. Est-ce que nous avons des questions?
Oui, tout à fait. Nous en avons 3. Pensez-vous que le contexte politique et économique va avoir un effet sur ces différentes réglementations CSRD et CS3D? Je commence et vous continuez. Oui. Je veux dire que de dire qu'un contexte politique et économique n'aurait pas d'incidence, c'est absurde. C'est un Parlement et un Conseil au niveau européen qui votent les textes. Donc, s'il y a une majorité pour en voter d'autres, les textes changeront. Bon, il y a une forte pression, effectivement, pour aller vers des allègements. Donc, je pense que les allègements, ils vont se faire. Mais quand je vois la manière dont les autorités de contrôle mettent en place les systèmes de contrôle sur les sujets CSRD d'abord, puis à venir CS3D, je pense qu'en réalité, tout le monde se prépare à ce que ça soit appliqué. Alors peut-être de manière un peu allégée, ça je le crois, mais ça va être appliqué. Je ne crois pas qu'on revienne sur toutes ces législations, j'en serais très étonnée, c'est possible. Alors le contexte économique, oui, le contexte économique en Europe, il n'est pas brillant, c'est incontestable. On a aussi un contexte géopolitique qui est très lourd, donc tout dépend aussi comment vont tourner les questions ukrainiennes, les questions moyen-orientales. Vous voyez bien qu'on est sur des points d'interrogation qui se multiplient au fur et à mesure des journées. Donc je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas capable de vous répondre là-dessus. Mais il est évident que plus on va vers des apaisements et plus on a une machine économique qui tourne mieux. Il se trouve que je reviens d'Égypte où j'ai passé 4 jours. Les Égyptiens rêvent que d'une chose, c'est que la guerre s'arrête pour que le trafic du canal de Suez puisse reprendre dans des conditions normales et que leur activité économique puisse repartir dans des conditions normales. Donc, si vous voulez, il y a énormément de critères à prendre en considération. Nous sommes obligés, les uns et les autres, d'avoir un peu une boussole au jour le jour, mais la boussole, ça veut dire aussi d'avoir le sens vers lequel il faut aller, même s'il y a quelques pas de côté qui sont faits. Effectivement, c'est cette vision long terme, je pense, qui est lancée, à la fois, et quelquefois, quels que soient les soubresauts ou les retards pris de telle et telle application de loi, la tendance de fond, elle est sur cette vision long terme impulsée par les grands groupes qui ont quand même, pour beaucoup, compris le sens de l'histoire, qui ont compris les tendances environnementales et sociales dont on a parlé en termes de reporting au niveau international et d'exigences, et puis surtout, le coup est parti aussi pour les investisseurs qui ont bien compris que s'ils veulent investir sur des entreprises qui sont durables au sens économique du terme, à un moment, il vaut mieux mettre son argent sur des entreprises qui ont effectivement regardé si les droits humains sont respectés sur la chaîne de valeur, qui ont effectivement regardé comment sortir des énergies fossiles et s'adapter au changement climatique, qui ont évidemment regardé si elles sont plus ou moins dépendantes d'éléments de biodiversité qui sont mis en danger et qui ont réagi, et puis investir vers des entreprises qui, au contraire, saisissent les opportunités de l'économie circulaire, de réinventer leur modèle d'affaires en allant vers l'économie de l'usage, voire même l'économie régénérative. Donc, les choix des investisseurs, à mon avis, c'est aussi, quels que soient les soubresauts d'un point de vue législatif, est une tendance de fond qui va perdurer. Deuxième question. Oui, nous avons ensuite une seconde question. Selon vous, comment faire monter en conscience et en compétence les dirigeants et instances de gouvernance de TPE, PME, ETI et grands groupes? Vous commencez? Alors, je viens de finir une formation formidable faite avec Her Value et l'EM Lyon, Objectif Conseil d'administration, parce que je suis persuadée que les conseils d'administration peuvent être un lieu, c'est par définition le lieu où on pense le long terme de l'entreprise, et donc ça peut être un lieu où on se saisit de plus en plus fortement de ces sujets de sustainability, de développement durable. Et donc, pour répondre à la question, moi j'aurais envie de dire, si une entreprise
va former son COMEX, etc., qu'elle n'oublie pas de former ses administrateurs ou de faire en sorte de s'assurer qu'il y ait, si ce n'est pas le cas, soit un comité dédié, soit encore mieux, de la place faite dans l'ordre du jour à se pencher sur les questions de l'adaptation, non seulement aux exigences de reporting, mais aussi du bon pilotage de l'atteinte des objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Alors, je dirais que j'ai le sentiment qu'au niveau des grands groupes, la prise de conscience, elle est tout à fait faite. Pour avoir participé à des groupes comme le groupe de Giverny, on voit très bien que c'est parfaitement intégré. Sur les PME, je pense que le sujet n'est pas la prise de conscience, parce que je pense qu'elle y est, c'est la faisabilité. Donc, en fait, là où nous avons à travailler, moi j'y travaille et Carole aussi et beaucoup d'autres aussi, c'est de rendre les choses possibles. Je dirais pas forcément faciles, mais possibles. Et c'est vraiment sur la faisabilité qu'il faut travailler, que ce soit pas trop coûteux et qu'il y ait des opportunités et des facilités de court terme ou de moyen terme. Et ça, c'est très important parce qu'on se rend compte que quand vous êtes dans la stratégie, eh bien, en fait, vous pouvez avoir des économies à assez court terme à faire. Je pense notamment dans le domaine énergétique. Quand vous devenez autonome sur le plan de votre production énergétique, ben, vous avez des coûts qui se réduisent assez rapidement. Il y a un investissement, bien sûr, mais le retour sur investissement peut être extrêmement rapide. Donc voilà, je pense que cette occasion qui est donnée aux PME de réfléchir sur leur stratégie d'ensemble, ça peut être aussi une occasion d'économie. Il faut vraiment se mettre dans la tête d'un chef d'entreprise qui a peu de temps, qui a peu de moyens, lui rendre les choses faciles, possibles et intéressantes à court terme. Et alors, il y a un moyen, moi, ce qui me frappe, c'est que parfois les ETI et même parfois les grands groupes n'y pensent pas forcément, c'est à s'outiller. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude pour les achats, pour les finances, pour la vente, de s'équiper avec des outils informatiques, avec des systèmes d'information complets et de regarder quelles étaient les données nécessaires. Il s'agit de commencer à faire le même pour les sujets ESG. Et là, en fait, parfois, moi, j'ai des clients qui me disent: «Oui, mais alors je veux être sûr de savoir complètement tous les indicateurs que je vais devoir, sur lesquels je vais devoir reporter avant de m'engager vers un outil». J'ai envie de dire: «Bah non, dotez-vous d'un outil parce que ça va vous faciliter le fait de mobiliser toute l'entreprise, d'avoir centralisé les formulaires plutôt que de passer par des emails, des fichiers Excel dans tous les sens, mais d'être équipé sur quelque chose qui rend la vie beaucoup plus simple de tout le monde dans l'entreprise». C'est au contraire un facteur de réalisme et d'efficacité qui est extrêmement puissant. Donc, pour les ETI et les PME, moi, j'ai envie de dire, voilà, prenez un bon outil. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, sur le marché, des fournisseurs de logiciels, y compris français, se sont emparés du sujet et proposent des solutions qui commencent vraiment à tenir la route. Autre question ? Nous avons ensuite une autre question. Quels sont les mécanismes pour imposer la CS3D et la CSRD si le rapport de force n'existe pas? Bah, pour l'instant, c'est la loi, hein, jusqu'à ce qu'elle soit changée. La France était le premier pays à transcrire la CSRD à la fin de l'année 2023. Maintenant, la plupart des pays européens l'ont fait. Il en reste quelques récalcitrants, mais ils l'ont fait. Donc, c'est la loi. Tant que la loi n'a pas changé, la loi s'applique. Donc, je crois que là, il n'y a pas vraiment trop de choix, hein. C'est une obligation légale et réglementaire. Et après, en informant le COMEX sur ces obligations réglementaires, en même temps, on peut leur montrer les exemples concrets où cette analyse de risques et d'opportunités est bénéfique pour l'entreprise. Bénéfique parce qu'on anticipe les besoins des clients, bénéfique parce que les investisseurs, on leur montre la durabilité à long terme de l'entreprise, parce que, avec les employés,
on rentre dans une logique de rétention, de fierté de l'entreprise qui se saisit du bon sujet, parce qu'il y a la raison d'attraction des talents. Donc en fait, de pouvoir aussi dire, et très précisément en lien avec la stratégie générale de l'entreprise, voilà à quoi ça va nous servir. Aussi, tout simplement, Corinne citait l'exemple de la réduction de consommation d'énergie, hein, montrer de façon sonnante et trébuchante comment c'est un intérêt pour l'entreprise au-delà de juste être d'être compliant, d'être conforme à la réglementation. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors on a eu beaucoup de questions. Que direz-vous également à la direction générale d'un grand groupe qui donne comme consigne à ses collaborateurs de faire le strict minimum pour remplir les exigences en matière de CSRD? Ben, vous voulez répondre, Carole? Moi, je dirais qu'à minima, commencer par être positif et dire le strict minimum et se poser la question de c'est quoi le strict minimum stratégique? C'est-à-dire se poser la question, OK, comment et qu'est-ce qu'on a fait pour se mettre en lien, en cohérence par rapport à l'accord de Paris, c'est-à-dire regarder quels sont, est-ce qu'on utilise toujours du fossile, est-ce qu'on est efficace d'un point de vue énergétique, voilà, donc être moi, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Et donc, si la porte est ouverte sur le strict nécessaire, soyons très intelligents sur qu'est-ce que ce strict nécessaire est, y compris en discutant avec les parties prenantes, internes et externes, avec les clients, voilà, et en choisissant ce qui est le plus matériel. L'exercice de double matérialité sert aussi à ça, à se dire le strict nécessaire, ce par quoi il faut commencer, c'est-à-dire là où il y a de façon évidente, de façon, il n'y a pas 1000 calculs à faire. Voilà, quand on connaît son entreprise, on sait quels sont les éléments de risque de pollution les plus impactants, de risques et d'opportunités potentiellement à travailler avec tel fournisseur ou tel client en mode partenarial sur un nouveau champ, par exemple, de l'économie circulaire. Alors, j'ajouterais à ce que vient de dire Carole, le fait qu'il faut que le strict nécessaire ne soit pas un risque d'insécurité juridique. Et donc, de veiller à ce que l'entreprise n'engage pas sa responsabilité en ayant volontairement laissé de côté un sujet qui est important. Ensuite, un complément à la première question qui avait été posée sur les mécanismes pour imposer la CSRD et la CS3D. Le droit souple peut-il permettre justement d'y arriver? Le droit souple, c'est ça la question? Oui, c'est ça. Le droit souple. Alors, ça devient de plus en plus difficile de savoir ce qu'est du droit souple et du droit dur. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, le droit dur, c'est la loi, le règlement communautaire, la loi française, etc. Mais tous les engagements qu'une entreprise va prendre, qui sont du droit souple, sont en fait des engagements qui peuvent lui être retournés. C'est-à-dire que quand vous regardez la jurisprudence, par exemple, climatique, hein, eh bien, vous voyez que quand une entreprise s'engage à faire un certain nombre de choses, la tendance jurisprudentielle consiste à dire, eh bien, vous vous êtes engagé, faites-le. Et ça devient une contrainte, certes librement consentie, mais une contrainte quand même. Donc, le droit souple devient de plus en plus contraignant, donc est souple dans sa conception, dans son élaboration, mais pas très souple dans son application. Merci. Quelles sont vos suggestions? Quelles sont les bonnes pratiques pour se tenir au courant des évolutions des réglementations? Vous voulez commencer à répondre? Vous voulez que je réponde? Il y a énormément de veilles juridiques qui sont faites par les uns et par les autres. Nous en faisons. Je pense que Carole en fait aussi. Il y a des tas de revues qui paraissent. Et puis, il y a aujourd'hui beaucoup d'outils comme le webinaire que nous avons le plaisir d'animer ce matin, qui sont conçus aussi comme un moyen de mise à niveau pour ceux qui viennent l'écouter, sachant qu'en plus, ça peut être réécouté
diffusée grâce aux réseaux sociaux. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de manières en fait de se tenir aujourd'hui au courant, et notre travail à nous, c'est de vous aider à le faire. Effectivement, donc tous les conseils que vous pouvez utiliser, les conseils juridiques, les conseils de consultants, mais et puis il y a aussi notre pays est très riche de cercles et de forums et d'associations et de think tanks divers et variés. Moi, je trouve ça très riche. Corinne, vous avez cité le Cercle de Giverny, et Romain Mouton organise régulièrement sur certaines thématiques des événements. Il y a d'autres, il y a la Convention des entreprises pour le climat, il y a les entreprises pour l'environnement, il y a le collège des directeurs de développement durable, le C3D. Donc, en fait, je dirais que si pour les entreprises ou pour les directeurs de développement durable qui veulent faire de la veille et qui ne font pas encore partie d'un groupe, moi j'aurais envie de dire, il y a aussi des commissions via le MEDEF, enfin, il y a pléthore de lieux où on peut rester informé. Et je pense que c'est toujours aussi une source d'énergie, parfois face à ces sujets comme on a que parfois des obstacles à surmonter divers et variés, pouvoir se retrouver dans des cercles divers et variés, ça donne de l'énergie aussi et de l'enthousiasme en ce qui me concerne en tout cas. J'ai vraiment beaucoup apprécié faire ce webinaire avec vous, Corinne. Merci beaucoup. Eh ben, c'était réciproque. Merci à nos auditeurs. Donc, vous pouvez bien entendu revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Je pense que vous en avez une aussi chez Arkéry. En tout cas, nous en avons une. Vous pouvez voir ce webinaire. Et je vous ai mis à disposition un MOOC sur le devoir de vigilance que vous pourrez regarder s'il vous intéresse, qui dure un petit quart d'heure et qui fait à peu près le tour du sujet. En tout cas, merci de ces questions nombreuses. Merci, chère Carole, et à très vite. Merci. Au revoir.